Aujourd'hui, on va présenter le premier chapitre. Dans le premier chapitre, on a deux paragraphes. Le premier, c'est la notion de la logique, mafhoum al-mantiq. Et le deuxième, c'est, on va donner quelques types de raisonnements qui sont très utiles par la suite. Le raisonnement par l'absurde, la contraposée et le raisonnement par récurrence. Commençons par le premier paragraphe, logique élémentaire. Bon, généralement, si on est face à un problème, ce qui est sûr, on a des données, qu'on va les appeler les hypothèses, en arabe c'est le faradiyat, et on veut un problème, et on a quelques notions qui sont utiles, parce que des notions qu'on a vues par exemple dans le cours, comme les théorèmes, ou bien propositions, etc. Donc, pour trouver le résultat, ce qui est sûr, on va faire une coordination entre les hypothèses faradiyat, d'accord, et les théorèmes connus, nadariyat, pour donner ce résultat. C'est-à-dire, on ne va pas donner le résultat directement sans penser à la méthode. Donc, cette méthode ou bien cette démarche, c'est exactement ce qu'on appelle la logique universelle. D'accord? Logique universelle. Donc, on va lire cette petite introduction. Vous savez par expérience, d'accord? Vous savez par expérience qu'un cours de mathématiques est constitué d'une suite d'énoncés, mu'tayat, appelée définition ou proposition, d'accord? Définition, ta'arif, proposition, qadaya. Les définitions sont posées a priori, ta'arif mu'tat, et les propositions doivent être démontrées à l'aide de définitions ou d'autres propositions déjà établies, c'est-à-dire on peut utiliser des questions qu'on a démontrées. Dans n'importe quel problème, on trouve des hypothèses faradiyat et des questions. Et pour répondre à ces questions, on utilise les hypothèses bien sûr, faradiyat, ou bien des théorèmes connus, nadariyat al-ma'rufa. C'est cette démarche qui consiste à passer avec logique dans les différentes étapes d'un raisonnement mathématique, d'accord? Il nous a cependant paru utile de dégager quelques règles de logique universelle, d'accord? De la logique universelle. Donc, on va commencer par quelques définitions dans la logique. Commençons par la première définition. C'est quoi le mot proposition? C'est quoi le mot proposition? D'accord? Donc, proposition en arabe, c'est qadiyya. Donc, si par exemple, on va vous donner la définition. Donc, une proposition est une assertion ou bien un énoncé dont on peut affirmer sans ambiguïté ou bien sans doute, d'accord, si elle est vraie ou fausse. Je répète, une proposition est une assertion ou bien un énoncé dont on peut affirmer sans ambiguïté ou bien sans doute, bidon taraddud, si elle est vraie ou fausse. C'est-à-dire, je suis face à une phrase, ou bien assertion, ou bien énoncé, directement, je vous dis cette phrase, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Par exemple, si on va écrire 2 supérieur à 1, je comprends c'est quoi le 2, je comprends c'est quoi le signe qui est là, supérieur strictement, je comprends c'est quoi le 1, et je dis directement que c'est une proposition. Et en plus de ça, elle est vraie. Très bien. Par exemple, racine de 2 est un nombre rationnel. Racine de 2 est un nombre rationnel. Je comprends c'est quoi racine de 2. Nombre rationnel en arabe c'est adad natiq. D'accord? Donc directement, je comprends cette phrase ou bien cet énoncé et je dis que c'est une proposition fausse. Parce qu'on va démontrer dans le deuxième chapitre que racine de 2 est un nombre irrationnel. Ou adadun ghayr natiq. Mais si on va écrire A inclus dans B, c'est tout. C'est-à-dire, on va écrire que ça. A inclus dans B. C'est quoi l'ensemble A? C'est quoi l'ensemble B? C'est-à-dire, la phrase qui est là, on peut dire ni qu'elle est vraie, ni qu'elle est fausse. D'accord? C'est-à-dire, dans ce cas, telle qu'elle est, n'est pas une proposition. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les données sur les deux ensembles A et B. On n'a pas les données sur les deux ensembles A et B. Très bien. Donc, comme on a vu, par exemple, au terminal, dans le raisonnement
par récurrence, généralement, pour ne pas réécrire la formule, on note la formule Rn. Pourquoi Rn? Parce qu'elle dépend de n. D'accord? La même chose, dans le cadre général, chaque phrase ou bien assertion ou bien énoncé, on peut le noter par les lettres qui sont là. Généralement, on utilise P, d'accord, les deux à proposition, ou bien Q si on a deux, ou bien R. Et dans le cas général, si on a des propositions, on peut faire les indices, c'est-à-dire, ou bien par des lettres indexées, c'est-à-dire P1, P2, P3. C'est quoi ça? C'est la première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, etc. Très bien. Donc, comme on a dit, chaque proposition, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc, généralement, si la proposition est vraie, on va associer à la proposition le mot, la lettre V, c'est-à-dire elle est vraie, ou bien le chiffre 1, d'accord? Et la même chose, si elle est fausse, on va associer à la proposition la lettre F, d'accord? Ou bien le chiffre 0. Très bien. Ou bien les chiffres 0. Mais généralement, on va utiliser le 1 et le 0. Très bien. Donc, chaque proposition, ce qui est sûr, chaque proposition, elle a sa négation. Négation en arabe, c'est nafi al-qadiyya. Négation en arabe, c'est nafi al-qadiyya. D'accord? Donc, ce qui est sûr, on a un lien entre la proposition et leur négation. Entre la proposition et leur négation. C'est-à-dire, donc, premièrement, si on a une proposition notée P, d'accord? Le P bar, c'est quoi le P bar? C'est exactement la négation de P. C'est exactement la négation de P. Soit on écrit non P, mais la notation qu'on va utiliser, c'est le P bar. Donc, P bar. P bar signifie la négation de P. P bar signifie la négation de P. Très bien. Donc, ce qui est sûr, on a un lien entre la proposition et leur négation. Si P est vrai, ce qui est sûr, P bar est fausse. Si P est vrai, P bar est fausse. Et le contraire, c'est-à-dire si P est fausse, ce qui est sûr, P bar, elle est fausse. Pourquoi on va définir la négation? Parce que des fois, pour démontrer que P est vrai ou fausse, la démonstration, elle est compliquée. Donc, on passe à la négation de la proposition. Donc, suivant la négation, on peut déduire, est-ce que P est vrai ou bien fausse. Très bien. Une autre définition, c'est les connecteurs logiques. C'est quoi les connecteurs logiques? Très bien. Les connecteurs logiques, la traduction arabe, c'est al-rawabit al-mantiqiyya. Al-rawabit al-mantiqiyya. Très bien. Généralement, dans les exercices, on n'a pas qu'une seule proposition. On a des propositions. La première, la deuxième, etc. Donc, ce qui est sûr, on va faire le lien. Pourquoi le mot connecteur? Parce qu'on va faire le lien, narbit. Donc, on va faire le lien entre les propositions. Par ces connecteurs logiques. Très bien. Donc, à chaque deux propositions P et Q, on peut associer une troisième proposition, d'accord, qui est définie par un connecteur logique ou des connecteurs entre ces deux propositions. Très bien. Le premier connecteur qu'on va le définir maintenant, c'est la conjonction. La conjonction en arabe, c'est al-wasl. Donc, c'est quoi la conjonction? On appelle conjonction de deux propositions P et Q la proposition qu'on va la noter comme ça. D'accord? Et elle se lit P et Q. C'est-à-dire, la notation qui est là, c'est exactement ça. Donc, P et Q. Au début, on n'a que la proposition P.
la proposition Q. Maintenant, on a une seule proposition qui est quoi? P et Q. C'est-à-dire, on a les deux. Donc, on va noter le premier connecteur, le A, par cette notation. D'accord? Maintenant, il faut voir quels sont les cas où le connecteur est vrai ou bien faux. Quels sont les cas pour que le connecteur est vrai ou bien faux? Très bien. Pour comprendre ça, supposons qu'un individu, d'accord, on va lui donner deux informations. La première information et la deuxième information. La première information et la deuxième information. المعلومة الأولى والمعلومة الثانية. Très bien. Donc, pour que l'information générale, est vraie, parce qu'on a le et, on a les deux, pour que l'information générale est vraie, المعلومة الكلية تكون صحيحة. Il faut que la première est vraie et la deuxième est vraie. D'accord? Donc, le premier connecteur est vrai, ou bien la proposition elle est vraie, si les deux sont vrais, c'est-à-dire il faut que P est vrai et Q est vrai. Très bien. Et fausse dans les autres cas. Les autres cas, c'est-à-dire si on a l'un des deux informations, ou bien l'un des deux propositions est fausse, ou bien les deux sont fausses. Très bien. Donc, comme remarque, deux propositions sont dites incompatibles si leur conjonction est fausse. D'accord? Si leur conjonction est fausse. C'est-à-dire, incompatible en arabe, غير متجانسة. غير متجانسة. Donc, c'est le et est faux. D'accord? Très bien. Donc, comme exemple, si on donne deux informations à un individu, alors l'information totale n'est vraie que si les deux informations sont vraies. Très bien. Donc, n'oubliez pas le premier connecteur, c'est la conjonction. On passe au deuxième connecteur, la disjonction. La disjonction en arabe, c'est al-fasl. La disjonction en arabe, c'est al-fasl. Très bien. Une disjonction de deux propositions, P et Q, d'accord, notée par, comme ça, P ou Q, d'accord. Elle se lit P ou Q. D'accord? N'oubliez pas que la conjonction, la première, c'est et, la deuxième, c'est le ou. D'accord? Qui est vrai? Qui est vrai? Si l'une des deux est vraie, bien sûr. Pourquoi? Parce que si par exemple, on a deux individus, Shahsan, d'accord? Et on va donner la première information ou bien la deuxième information. Ou, on a le choix, ou soit la première, soit la deuxième. Donc, pour que soit la première, soit la deuxième ou est vrai, il faut que l'un des deux est vrai. C'est-à-dire comme ça, si un enseignant donne des questions à choisir, alors l'étudiant a la note complète, d'accord? S'il répond juste à l'un des questions. Donc, on a la première question, la deuxième question. On va donner la question à répondre à l'un des deux questions suivantes. Soit la première ou la deuxième. Donc, le ou est vrai, c'est l'un des deux réponses est vrai. D'accord? Donc, récapitulons. On a pour l'instant la conjonction al-wasl, le et. Il est vrai si les deux sont vrais. La disjonction al-fasl est vrai, le ou, c'est l'un des deux est vrai. Bien sûr, si les deux sont vrais, c'est bon, parce que l'un des deux est vrai. Soit la première ou la deuxième. Ou. Très bien. Passons au troisième connecteur, l'implication. L'implication en arabe, c'est l'istilzam. D'accord? Donc, par définition, l'implication de deux propositions P et Q est la proposition non P ou Q. Par définition, c'est non P, c'est-à-dire le P bar ou Q. Mais par notation,
on va noter comme ça l'implication. Donc, c'est quoi la notation qui est là? Elle se lit implique. C'est-à-dire, ici, on va lire P implique Q. Je répète, P implique Q. En arabe, P يستلزم Q. Très bien. Maintenant, l'implication, exactement, on va la utiliser dans le cadre général des problèmes. C'est-à-dire, on a un problème où le P joue le rôle des hypothèses faradéiennes et le Q joue le rôle du problème. Le Q joue le rôle du problème. Très bien. Donc, maintenant, la question qui se pose, on a vu que le E est vrai si les deux sont vrais, le O est vrai si l'un des deux est vrai. Maintenant, j'ai l'implication, P implique. Quel est le cas, ou bien les cas, où l'implication est vraie? D'accord? Donc, on va vous donner la loi et on va la expliquer. Donc, l'implication est fausse dans un seul cas. L'implication est fausse dans un seul cas. Qui est le cas? Si on va commencer par quelque chose de vrai, on va arrêter à quelque chose de fausse. C'est-à-dire, si P est vrai et Q est fausse, dans ce cas, l'implication, elle est fausse. Les autres cas, non. C'est-à-dire, vrai implique vrai, vrai. Fausse implique vrai, vrai. Le faux implique le faux, c'est vrai. Mais si le P est vrai et le Q est fausse, donc dans ce cas, on dit que l'implication, elle est fausse. Très bien. Donc, comme remarque, on a dit ça. Dans ce cas, la proposition P joue le rôle des hypothèses. Le P, il a le faradiyat, et le Q joue le rôle de la conclusion ou bien le problème. D'accord? La conclusion ou le problème. Ou le problème. Très bien. D'accord? Donc, pour comprendre ça, c'est-à-dire le cas où elle est vraie et le cas où elle est fausse, on va vous donner un exemple pratique. Donc, supposons qu'on est dans un examen. D'accord? Donc, on est dans un examen. L'enseignant donne un exercice. Très bien. Constitué par des hypothèses faradiyat et des questions. On a les hypothèses et les questions. Faradiyat ou al-matloub. Bon, généralement, dans les examens, si on vous donne des hypothèses, est-ce que les hypothèses sont toujours vraies ou bien il existe des cas où les hypothèses sont fausses? Bon, jamais. C'est-à-dire toujours si par exemple on a des données dans les exercices, mu'tayat, il faut que les hypothèses soient vraies ou bien soient vraies. Très bien. Donc dans la nature, les hypothèses sont toujours vraies. D'accord? Et l'enseignant veut des réponses vraies pour que la note sera complète. Alors, l'étudiant aura la note complète dans 3 cas. Quels sont les cas? Le premier cas, c'est l'état normal, c'est-à-dire le P qui est l'hypothèse est vrai, ou bien les hypothèses sont vraies, et la réponse, ou bien les réponses sont vraies. D'accord? C'est-à-dire, on vous donne P vrai et vous trouvez la réponse vraie. C'est juste. C'est-à-dire, ici, l'étudiant a 20 sur 20. Très bien. Passons au deuxième cas. L'enseignant a fait une erreur. Ça se peut que l'enseignant a fait une erreur dans le sujet. C'est-à-dire, il a fait une erreur dans les hypothèses. Il n'a pas donné des hypothèses correctes. Et l'étudiant, d'accord, n'arrive pas à trouver la solution. Pourquoi? Parce que l'énoncé d'un exercice ou bien les énoncés sont faux. D'accord? Donc, la note ici, elle est complète. Pourquoi? Parce que le défaut, c'est pas grâce aux étudiants. Le défaut, c'est grâce à l'enseignant. Très bien. Donc, si on fait P est faux, fausse implique Q est fausse, pas de problème. Il a la note complète. Troisième cas, toujours, l'enseignant a fait une erreur dans les hypothèses
mais l'étudiant a trouvé la solution. D'accord? Il a fait une erreur, malgré qu'elle a une erreur dans les hypothèses, mais l'étudiant a trouvé la solution. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'étudiant a déjà vu cet exercice. Donc, il n'a pas utilisé les hypothèses qui sont fausses, il a utilisé autre chose. Donc, on a dit ici, car l'étudiant, il est brillant, donc, où il a utilisé autre chose que les hypothèses. Donc, il a commencé par des hypothèses fausses, d'accord? Et il est arrivé à un résultat juste. C'est-à-dire, même dans le troisième cas, il a la note complète. Donc, vrai, vrai, c'est juste. Fausse, fausse, c'est juste. Fausse, vrai, c'est juste. Mais le dernier cas, l'étudiant n'a pas eu la note. L'étudiant n'a pas eu la note. Pourquoi? Parce que malgré que les hypothèses sont vraies, mais leur réponse, elle est fausse. Leur réponse, elle est fausse. Donc, on a un seul cas, c'est-à-dire dans ce cas, où l'implication est fausse. On commence par quelque chose qui est vrai, d'accord? On termine par quelque chose qui est fausse. Très bien. Donc, un autre exemple, d'accord? On va écrire ici. Si par exemple, je vais écrire 1 inférieur ou égal à 2, implique 2 inférieur à 3. Est-ce que c'est juste cette phrase? Oui. Parce que si le 1 inférieur à 2, ce qui est sûr, 2 inférieur à 3. On a ajouté dans les deux le 1. D'accord? Autre chose. Donc, vrai, le tout est juste. Donc maintenant, je vais commencer comme ça. Fausse, c'est-à-dire, est-ce que 1 est supérieur à 2? Non. Donc, je veux dire la chose suivante. Si 1, c'est-à-dire condition, charte, si 1 supérieur à 2, alors 2 supérieur à 3. C'est-à-dire, si on a ça, si ça est vrai, alors ça c'est vrai. La réponse totale, elle est vraie. La réponse totale, elle est vraie. Malgré que ça est faux, et ça est faux. Mais l'implication, elle est vraie. Parce que 2 supérieur à 3, elle dépend de ça. Donc, si ça est faux, ce qui est sûr, ça, c'est faux. Troisième exemple. Je commence par quelque chose fausse, mais je vous dis que mes 2 inférieur à 3. D'accord? Donc, malgré que ça est faux, le résultat est vrai. Donc, en tout, c'est vrai. Ce qui est anormal, on va commencer par quelque chose vrai. On va commencer par quelque chose vrai. Mais le vrai, jamais il donne quelque chose fausse. Donc, on a un seul cas. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais le dernier cas, c'est faux. D'accord? Très bien. Donc, pour terminer l'implication, on utilise l'implication si on trouve dans la question l'expression suivante. Généralement, dans les exercices, on a la question de ce type. D'accord? Montrer que si on a P, alors on a Q. Alors on a Q. Donc, toujours le mot alors, en mathématiques, on va le remplacer par le symbole implique. D'accord? Donc, la phrase qui est là, c'est exactement ça. P implique Q. Donc, c'est-à-dire mathématiquement, on écrit P implique Q. Donc, le mot implique remplace le alors dans la question. Montrer que si on a P, alors on a Q. Très bien. Le dernier connecteur, l'équivalence en arabe, la traduction arabe, c'est at-takafu. Donc, ce qui est sur l'équivalence, deux propositions sont dites équivalentes, qu'on va l'en noter comme ça. Donc, équivalent. Celui P est équivalent à Q. P est équivalent à Q. D'accord? Donc, ce qui est sur l'équivalence,
elle est vraie si les deux sont vrais ou bien les deux sont fausses. Parce que toujours le vrai équivalent au vrai et le faux équivalent au faux. D'accord? Très bien. Donc, et comme remarque, il faut toujours voir l'équivalence comme deux sens de l'implication. Donc, vous voyez que la notation qui est là, si on va enlever ça, on va trouver implique de la gauche vers la droite. Et si on va enlever ça, on va trouver implique de la droite vers la gauche. Donc, toujours, il faut voir l'équivalence comme deux sens de l'implication. Donc, c'est quoi P équivalent à Q? C'est exactement P implique Q, d'accord? Et Q implique P. Très bien. Exemple, la proposition qui est là, elle est vraie. Pourquoi? Parce que 1 est égal à 2, c'est faux. Et le 3 est égal à 4, c'est faux. Le faux équivalent au faux. D'accord? Donc la proposition qui est là, elle est fausse. D'accord? Elle est vraie. Pourquoi? Parce que le faux équivalent au faux. Très bien. Remarque. Donc on a dit que le mot alors, c'est concernant implique, l'implication. Et dans les exercices, si on a la question de ce type, on utilise l'équivalence si on trouve dans une question l'expression suivante. Montrer qu'on a P si et seulement si. Si et seulement si. D'accord? Donc, P, montrer qu'on a P si et seulement si. Ou bien on a l'écriture abrégée, SSI, si et seulement si. Donc ça, c'est exactement, c'est P équivalent à Q. P équivalent à Q. Très bien. Donc, alors, c'est implique, si et seulement si, c'est équivalent. Très bien. Donc, récapitulons. Le et est vrai si les deux sont vrais. Le ou est vrai si l'un des deux est vrai. L'implication, elle est fausse si on commence par le vrai et on termine par le faux. L'équivalence est vraie si les deux sont vrais ou bien les deux sont fausses. Très bien. Donc, passons à la négation des connecteurs. C'est-à-dire, on va voir c'est quoi la négation du et, c'est quoi la négation de ou, c'est quoi la négation de implique et c'est quoi la négation de l'équivalence. Très bien. Donc, si par exemple, quelqu'un me donne deux informations vraies, la première et la deuxième, et je vous dis que l'information totale est vraie. La négation de ça, c'est quoi? C'est soit la première n'est pas vraie, soit la deuxième n'est pas vraie. Pour cela, la négation de P et Q, c'est exactement la négation de P, soit la première n'est pas vraie, la négation, ou la deuxième n'est pas vraie, ou Q bar. Et comme le marque, on ne va pas écrire ici est égal. Jamais on a cette écriture. Toujours entre les propositions, ce qui remplace le est égal, c'est équivalent. Donc, la négation de P et Q, c'est exactement P bar ou Q bar. Très bien. On va expliquer ces résultats. La négation de P ou Q, c'est exactement P bar et Q bar. Très bien. La négation de P implique Q, c'est P et Q bar. La négation de l'équivalence, puisque l'équivalence, c'est le double sens de l'implication, c'est-à-dire P implique Q et Q implique P. On va utiliser les trois premiers. On va trouver ça. C'est P et Q bar ou Q et P bar. On écrit comme ça. Attention, c'est la remarque qu'on a dit. Ne pas écrire est égal au lieu de équivalent. Ne pas écrire est égal au lieu de équivalent. Bien sûr, la négation de la négation, c'est pas exactement la proposition. Elle est équivalente à la proposition. D'accord? Très bien. Donc, d'après 3 et 5, le P implique Q, équivalent à P implique Q bar bar, c'est-à-dire double négation. Et l'implication
P implique Q, leur négation c'est P et Q bar. Donc on va utiliser ça. Donc on va trouver P bar ou Q, c'est-à-dire c'est une autre définition de P implique Q. Donc soit on écrit P implique Q, soit P bar ou Q. Donc, remarque, les deux premières propriétés qui sont là, s'appellent les lois de Morgan. D'accord? Morgan ou bien Morgan. Donc, on va expliquer les résultats. Donc, explication de ces résultats. Pour la première, pour la négation de la conjonction, la négation de deux informations vraies, les deux sont vraies, il ne faut pas que les deux sont fausses. Il suffit que l'un des deux est fausse. Soit la première, soit la deuxième. Très bien. La même chose dans la deuxième explication. La négation de la première est vraie ou la deuxième est vraie, c'est-à-dire ce qui est sûr, l'un des deux est vrai. La négation de ça, c'est quoi? Les deux sont fausses. Très bien. Pour l'implication, je vais vous donner un exemple qui va éclaircir ça. Si par exemple quelqu'un vous dit la chose suivante, d'accord? Si tu me donnes une clé, alors j'ouvre cette porte. Je répète la phrase. Si tu me donnes une clé, alors j'ouvre cette porte. Alors c'est implique. La négation de ça, c'est quoi? Est-ce que je ne vais pas leur donner la clé? Non. Parce que comme condition ou bien hypothèse, il faut qu'il va me donner la clé. D'accord? Alors la négation de ça, c'est quoi? Pour que je veux contredire et je vous donne une clé. Je vous donne une clé. D'accord? Et tu n'arrives pas à ouvrir la porte. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donner une clé, j'ai laissé la phrase. Je vous donne la clé. D'accord? Mais, le problème, c'est pas l'hypothèse qu'on va la changer. On va contredire le problème. Parce que la question, il faut ouvrir la porte. Et ici, au lieu de alors, on a et, tu n'arrives pas à ouvrir la porte. C'est-à-dire le contraire. Pourquoi? Parce que la clé n'est pas la bonne clé de la porte. D'accord? La clé n'est pas la bonne clé de la porte. Donc, pour cela, P implique Q. Leur négation, c'est P. On a l'hypothèse, mais on n'a pas le problème. Et Q bar. Très bien. Et bien sûr, pour l'équivalence, il suffit d'écrire l'équivalence, les deux sens de l'implication. P implique Q et Q implique P et faire la négation de ces deux implications par le biais des trois premières propriétés. Donc, récapitulons qu'est-ce qu'on a fait. Donc, la table qui est là s'appelle la table de vérité. En arabe, jadwal al-haqiqa. D'accord? Donc, tous les formules sont là. Donc, on a une combinaison entre deux propositions. P et Q. Ce qui est sûr, soit les deux sont vrais, soit la première est vraie et la deuxième est fausse, soit la première est fausse et la deuxième est vraie, soit les deux sont fausses. Donc, vous comparez la première colonne avec la troisième colonne. Donc, ce qui est sûr, ici on a le P et on a le P bar, la négation. Si on a ici 1, le contraire 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Très bien. Maintenant, le premier connecteur A, c'est-à-dire le tableau qui est là, il généralise le tout. D'accord? Il généralise le tout. Donc, le A est vrai si les deux sont vrais. Les autres cas est fausse. Le OU est vrai si l'un des deux est vrai. Ici, il existe l'un des deux est vrai, il existe l'un des deux est vrai, il existe l'un des deux, donc vrai, vrai, vrai. Le dernier cas, les deux sont fausses. Donc, le OU est fausse. Implique, elle est fausse dans un seul cas. Si on commence par le vrai et on termine par le faux. D'accord? Et l'équivalence, vrai, vrai. Donc, vrai,
fausse, fausse, vrai, le vrai avec le faux, le vrai avec le faux. Donc la proposition, elle est fausse. D'accord? Dans le cas général, pour démontrer qu'une proposition est vraie, il suffit de tracer leur table de vérité. D'accord? Donc, comme remarque, on va vous donner quelques remarques. Donc, on va lire ça comme ça. Donc, pour montrer qu'une proposition est vraie ou fausse, on utilise table de vérité. Très bien. Donc, si on utilise deux propositions, alors dans les combinaisons de vérité entre ces deux propositions, on a 4 lignes. Vous voyez que ici on a 4 lignes. D'accord? La première, la deuxième, la troisième, quatrième. Mais des fois, on a plus que 2 propositions. Ça se peut qu'on a 3 propositions, 4 propositions, etc. Mais si on a 3 propositions, on va trouver 8 lignes. D'accord? 8 lignes. Dans le cas général, le nombre des lignes est 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1. Où n est le nombre des propositions utilisées. C'est-à-dire 3 propositions de la puissance 3, 4 propositions de la puissance 4, etc., etc. On va voir ça dans les exemples. D'accord? Par contre, pour les colonnes, pour tracer un tableau, il faut remplir les lignes et les colonnes. Il faut poser toutes les sous-propositions qui construisent la proposition totale. Par exemple, ici, on a proposition. Voici la sous-proposition, voici l'autre, etc. Voici le Q bar, P bar et la proposition totale. D'accord? Donc, on va expliquer ça dans les exemples. Donc, pour dire est-ce que la proposition est vraie ou fausse, il suffit de voir la dernière colonne du tableau, c'est-à-dire la proposition totale. Si tous les résultats sont vrais, alors la proposition elle est vraie. Si l'un des résultats est faux, alors la proposition elle est fausse. On va vous donner quelques exemples. Donc la proposition H1, elle est construite par P. Voici la première colonne. Le Q bar, P bar, c'est-à-dire on commence par les singletons, les propositions qui contiennent un seul élément. Ensuite, les propositions qui contiennent 2, P implique Q, Q bar implique P bar. Très bien. Est-ce qu'il existe une proposition entre parenthèses qui contient 3? Non. Qui contient 4? Oui, c'est H. Puisqu'on va utiliser que 2 lettres, ou bien 2 propositions, donc on a 4 lignes. 2 à la puissance 2, c'est 4. D'accord? Ici, c'est les combinaisons entre 2. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. D'accord? On va vous donner un exemple de 3. D'accord? Q bar, c'est le contraire de Q. P bar, c'est le contraire de P. Ici, c'est les lois. Le P implique Q est fausse, on commence par le 1 et on termine par le 0. Q bar implique P, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. On va voir les 2 colonnes qui sont là. 0, 0, 1. Le 1 avec 0, 0. Le 0 avec le 1, 1. Et le 1 avec le 1, c'est 1. Ici, c'est l'équivalence entre les deux. 1 avec 1, 1. 0 avec 0, 1. 1, 1, 1, 1, 0. C'est-à-dire, la proposition H1, elle est vraie. H1, elle est vraie. Très bien. Deuxième exemple, on a une proposition P ou Q bar implique R équivalent à P et R bar. Combien de lettres on a ici? Ou bien, on a le P et le Q et le R. De la puissance 3, c'est-à-dire on a 8 lignes. 8 lignes. Donc, toujours, il faut commencer par... Une minute. On va commencer par remplir les 3 cases qui sont là. Vous voyez qu'on a 8 lignes. Comment on remplit ça? On prend la première colonne, la première. On va la diviser sur 2. C'est-à-dire, on a 4 au-dessus et 4 au-dessous. On va remplir les 4, 1, 1, 1, 1, 1, et les autres, 0, 0, 0. Très bien. On passe à la deuxième colonne.
La première colonne, on a divisé par 2. Ensuite, on va diviser par 2. 2 sur 2, c'est-à-dire 4. D'accord? Au lieu de travailler 4 par 4, 4 par 4, on va travailler 2 par 2. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. D'accord? Et la troisième colonne, on va diviser par la suite par 2, c'est-à-dire par 8. C'est-à-dire on va travailler 1 par 1. 1, 0. 1, 0. 1, 0, etc. C'est-à-dire, si par exemple j'ai 4 propositions, la première colonne, 8 par 8, c'est-à-dire 8, 1, 1, 1, 1, 1, et les 8, 0, 0, 0. Deuxième colonne, 4 par 4, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0. Et la troisième colonne, 2 par 2, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, etc. Et la dernière colonne, 1 par 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est quoi ça? C'est-à-dire ici, on a toutes les combinaisons entre 3 propositions. Soit les 3 sont vrais, soit les 3 sont fausses, les 2 sont vrais, les 2 premiers sont vrais et la troisième, etc., etc. D'accord? Le reste, c'est des lois. Q bar, c'est le contraire de Q. P ou Q bar, c'est-à-dire on va prendre la première colonne avec la quatrième, avec le ou. Donc 1 avec 0, c'est 1, le A avec 0, c'est 1, A avec 1, le ou, c'est 1, A avec 1, 1, 0 avec 0, 0, 0 avec 0, 0, 0 avec 1, c'est 1, et le 0 avec 1, c'est 1. Et ainsi de suite. Ici, c'est la loi de A, ici, c'est la négation de cette colonne, le contraire, d'accord? Ici, c'est, on va faire l'implication entre la colonne qui est là, et la colonne qui est là. Implication contraire entre ça et R, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ou le 1, 0, c'est 0, parce qu'on a implique. Et le H2, c'est la dernière proposition qui est là, c'est-à-dire l'équivalence entre les deux qui sont là. Est-ce que 0 équivalent à 1? Est-ce que 0 équivalent à 1? Non. Est-ce que 1 équivalent à 0? Non. Est-ce que 0, 1? Non. Non. Est-ce que ça? Oui. Etc. etc. Donc, en tout, cette proposition, elle est fausse parce qu'on a trouvé des 0. H2, elle est fausse parce qu'on a trouvé des 0. Donc, ce qui donne que cette proposition, elle est fausse. Remarque, on va lire la remarque. Dans le remplissage du tableau, on commence par la première colonne, on la divise par 2. Au-dessus, on a des 1 et au-dessous, on a les 0. Ensuite, la deuxième colonne, on la divise par 4, c'est-à-dire dans le remplissage, c'est 2 par 2, d'accord? Et la troisième colonne, c'est 1 par 1, d'accord? Très bien. Donc, c'est quoi une tautologie? Une autre définition. Une tautologie, c'est une proposition qui est vraie dans tous les cas. C'est une proposition qui est vraie dans tous les cas. C'est-à-dire, par exemple, cet exemple, est-ce que c'est vrai dans tous les cas? Non, ce n'est pas une tautologie. L'exemple qui est là, oui, c'est une tautologie. H1, c'est une tautologie, c'est tout. Donc, par exemple, vérifier si la proposition P implique Q ou Q implique P est une tautologie. Donc, après remplissage du tableau, on va trouver 1, 1, 1, 1. Donc, c'est une tautologie. Propriété des connecteurs. Donc, soit P, Q, R, 3 propositions. Donc, P et Q, c'est la même chose de dire Q et P. C'est-à-dire, on a là le E commutatif. On peut permuter. La même chose, P ou Q, c'est la même chose que Q ou P. D'accord? Deuxième propriété, c'est l'associativité ou bien la transitivité. Donc, P et Q et R, c'est exactement P et Q et R. D'accord? C'est le déplacement des parenthèses. La même chose pour le O.
POQ ou R, c'est POQER. C'est la transitivité ou bien l'associativité. C'est la même chose. Troisième propriété, c'est la distributivité. Le O, il est distributif par rapport à E, توزيع. Le O par rapport à E. Et la même chose, le E est distributif par rapport au O. Très bien. Quatrième propriété, P implique Q et Q implique R. D'accord, vous voyez que le Q, il est au milieu, à gauche et à droite. D'accord, à droite et à gauche. Donc, si P implique Q et le Q implique R, donc dans ce cas, le P implique R. Le P implique R. Très bien. Donc, ici, c'est exactement la transitivité. Ici, on peut écrire l'associativité. Associativité. Très bien. Donc, une autre définition, c'est quoi les quantificateurs logiques? Les quantificateurs logiques. En arabe, c'est le mukammimat al-mantiqiyya. Donc, on a deux quantificateurs ici, soit E, soit un ensemble E et une propriété déterminée P. On peut se poser les deux questions suivantes. Existe-t-il des éléments de E qui possèdent cette propriété? C'est-à-dire, on a un ensemble E, est-ce qu'il existe un élément de E où on a cette propriété? Khasiyya. Dans l'affirmative, c'est-à-dire si oui, est-ce que tous les éléments ont cette propriété? Donc, pour parler sur ces deux questions, on va définir deux quantificateurs. Donc, pour formuler les réponses à ces deux questions, on va introduire des symboles appelés quantificateurs. D'accord? Donc, mathématiquement, on a deux quantificateurs. Le premier s'appelle le quantificateur existentiel, al-mukammim al-wujudi. D'accord? Donc, il s'écrit comme ça. C'est quoi le symbole qui est là? Il signifie qu'il existe au moins un élément, au moins un élément ayant la propriété P. Il existe au moins, ça est, par exemple, l'écriture comme ça. On peut trouver un X qui vérifie cette équation qui est là. Il existe, ça se lit, il existe. Il existe X appartient à R, tel que X au carré plus X moins 2 est égal à 0. Ça se peut que la proposition qui est là, elle est vraie, ou ça se peut qu'elle est fausse. Pour voir ça, il suffit de calculer le discriminant, muhaddid. Delta ici c'est 9, c'est 1 moins 4 fois moins 2 c'est 9. Il est positif, donc on peut trouver un X, malgré qu'il existe 2. Donc signifie qu'il existe au moins un nombre réel, tel que l'égalité est vraie. Par exemple, moins 2, parce que si on va remplacer par moins 2, on va trouver 0. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 2, c'est 0. Très bien. En plus, si la propriété P de X est vérifiée pour un unique élément, si on n'a qu'un seul, ici, il existe deux éléments. D'accord? Si on a un seul élément, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut écrire? C'est parce que les éléments, c'est le moins 2 et le 1. Il faut écrire à côté de le symbole il existe, d'accord, le point d'exclamation. Donc, c'est quoi ça? Il existe un unique. D'accord? Donc, entre parenthèses ici, il existe un unique. D'accord? يوجد عنصر وحيد. Par exemple, ici, le seul élément qui vérifie cette équation d'ordre 2, c'est le x est égal à 1. Parce que ça est égal à quoi? C'est x moins 1, très bien, au carré. Est-ce qu'il existe autre réel? Non. Donc ici, il existe un seul élément, d'accord, appartient à R,
qui vérifie x au carré moins 2x plus 1 est égal à x moins 1 au carré est égal à 0 si le x est égal à 1. Très bien. Donc, on a il existe unique et le quantificateur universel. Le quantificateur universel. Qui s'écrit quel que soit. Qui s'écrit quel que soit. Quel que soit, en arabe, c'est mahma yakun. Donc, universel, c'est-à-dire, on va faire la propriété pour tous les éléments. Il signifie que tous les éléments de E vérifient P. Par exemple, l'écriture, ça. Quel que soit x appartient à R, x au carré plus 2x plus 1 est égal à x plus 1 au carré. Toujours ça est vrai. Toujours. Pour tous les x. C'est-à-dire la propriété qui est là, ou bien l'égalité, elle est vraie pour tous les x appartient à R. Donc, signifie que chaque nombre réel vérifie l'identité écrite. Très bien. Donc, on a, quel que soit pour tous les éléments, il existe pour au moins un élément, et il existe unique pour il existe pour un élément unique. Très bien. Donc, pour terminer, on va vous donner les propriétés sur le quantificateur. Donc, soit un ensemble, P une proposition, on a les propriétés suivantes. Quel que soit x, P de x et Q de x, c'est-à-dire la propriété, elle est vraie pour tous les éléments, P, elle est vraie pour tous les éléments, et Q, elle est vraie pour tous les éléments. Quel que soit x, P ou Q, c'est-à-dire soit elle est vraie pour tous les éléments de E, P, ou bien Q est vrai pour tous les éléments de E. C'est-à-dire ici, on a distribué le quel que soit par rapport à la conjonction et la disjonction. Il existe la même chose, elle est distributive. Il existe x, p de x et q de x, c'est-à-dire il existe x pour p de x et il existe x pour q de x. Il existe au moins un élément. Ça se peut qu'on peut trouver 2, 3, mais pour nous, il suffit qu'un élément qui vérifie cette proposition. La même chose, il existe, il est distributif par rapport au O. Donc cela signifie qu'on peut distribuer Moussa, quel que soit sur A, et il existe sur O. Mais on ne peut pas distribuer quel que soit sur O, et il existe sur A. D'accord? Très bien. Parce que si par exemple on va dire qu'il existe un X pour P, ça se peut, ou, c'est-à-dire ça se peut que ça est faux. D'accord? Très bien. Donc maintenant, si la proposition P dépend de deux variables, X et Y, d'accord? Donc on peut écrire, au lieu d'écrire quel que soit X, quel que soit Y, P de X, d'accord? Donc on peut changer l'ordre, c'est-à-dire le quel que soit est commutatif, parce que les deux vérifient. Il existe, oui, la même chose. Elle est commutative. On peut changer l'ordre. Vous voyez qu'il existe Y, il est dans la première position. Ici, il est dans la deuxième position. C'est-à-dire qu'on peut permuter des quantificateurs de même nature. Le quel que soit avec le quel que soit se permute et il existe avec il existe se permute. Très bien. Mais est-ce qu'on peut faire ça pour si on a deux quantificateurs qui ne sont pas de même nature? Par exemple, il existe avec quel que soit. D'accord? Donc ici, il existe un élément pour tous les éléments. Donc si il existe, elle est au début, on peut permuter, c'est-à-dire, quel que soit Y, on peut trouver, parce que c'est le même. Le X, c'est pour tous les éléments. Il existe un élément pour tous les éléments. Le problème, c'est ici. Est-ce que c'est quel que soit Y, il existe X, on peut la permuter? Ici, non. Pourquoi? Parce que ici, à chaque fois qu'on va choisir un Y, on va trouver X. Le Y1, X1, Y2, X2, Y3, X3. Parce que quel que soit Y, on peut trouver X. D'accord? Est-ce que le X, c'est le même pour tous les Y? Non. Donc, on a un seul sens qui n'est pas valide. On ne peut pas dire que quel que soit Y, avec il existe, se permute. Quel que soit avec quel que soit, oui. Il existe avec il existe, oui. Il existe avec quel que soit, oui. Mais quel que soit avec il existe, non. D'accord? Donc, car le X n'est pas, c'est l'explication de la propriété 8, car le X n'est pas le même pour tous les Y, ce qui est donc qu'on ne peut pas
permutés des quantificateurs de nature différente dans tous les cas. Donc, exemple, soit le tableau des notes pour les deux étudiants Ali et Sarah, sachant que la proposition c'est quoi? P. L'étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10. Donc voici les notes de Ali, voici les notes de Sarah, d'accord? Donc on pose l'ensemble E, c'est Ali et Sarah, et l'ensemble F, c'est les matières, c'est-à-dire maths 1, chimie 1, physique 1 et info 1. Très bien. Donc la première, est-ce que quel que soit X appartient à E, quel que soit Y appartient à F, le P est vrai. La proposition vraie, c'est-à-dire, est-ce que tous les étudiants ont une note supérieure ou égale à 10 pour toutes les matières? Non, parce que vous voyez que ici, la note, elle est plus petite que 10. Donc, la note de maths 1, pour Ali, elle est inférieure à 10. Inférieure strictement à 10. Très bien. Est-ce que quel que soit X appartient à, est-ce que pour Ali et Sarah, d'accord, il existe un Y appartient à F, d'accord, tel que la proposition est vraie. C'est-à-dire, est-ce que l'un des deux étudiants a tous les notes supérieures à 10? Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe Y appartient à F, c'est-à-dire, il existe une matière, telle que la matière chez oui, parce que vous voyez que Ali, par exemple, ici, supérieur à 10. La même chose pour Sarah. Donc, chaque étudiant a au moins une note supérieure ou égale à 10. Troisième propriété, il existe soit Ali, soit Sarah, tel que toutes les matières sont acquises. D'accord? Non. Vous voyez que Ali, cette matière, va poser un problème pour Ali et la même chose pour Sarah. C'est-à-dire la troisième proposition, elle est fausse, car les deux étudiants n'ont pas toutes les notes supérieures ou égales à 10. Très bien. Et le dernier exemple, est-ce qu'il existe un X dans E? Est-ce qu'il existe Sarah ou bien Ali? Est-ce qu'il existe une matière telle que P est une proposition vraie? Oui. Au moins, les deux étudiants ont au moins une note supérieure ou égale à 10. Et pour terminer ce paragraphe, quelle est la négation de ces quantificateurs? On commence par quel que soit. Eh bien, quel que soit, la négation de quel que soit, c'est exactement il existe. Pourquoi? Parce que si la proposition est vraie pour tous les X, leur négation, il suffit que l'un des X, la proposition, elle est fausse. Donc, la négation de quel que soit X, P de X est vraie et il existe X tel que P de X est fausse, ou dire P de X est fausse. Soit on dit P de X bar ou bien P de X est fausse. Deuxièmement, la négation de il existe X tel que P de X est vrai. C'est-à-dire, il suffit que l'un des X, la proposition, elle est vraie. Leur négation, tous les X, P de X est fausse, c'est-à-dire P de X bar. Et pour terminer, la négation de il existe un unique X qui vérifie la propriété. Il existe un unique X qui vérifie la propriété, c'est-à-dire la proposition elle est vraie. Leur négation, c'est soit, quel que soit X, la proposition elle est fausse, ou bien on peut trouver deux éléments, c'est-à-dire la négation de l'unicité. On peut trouver deux éléments tels que les deux propositions sont vraies, c'est-à-dire P de X1 et P de X2 sont vrais avec X1 différent de X2. Et c'est terminé. Merci pour votre attention.